Bien le bonsoir à tous. J'ai la difficile tâche de vous motiver avec la réglementation. C'est un exercice particulièrement ardu, surtout après les deux présentations qu'on vient d'avoir. Mais je vais tenter de m'y atteler pour vous montrer que finalement, le problème, c'est pas vraiment la réglementation, c'est un petit peu ce qu'on en fait. La réglementation, c'est quelque chose qui est nécessaire, et en particulier sur les dispositifs médicaux. Sans vouloir être cynique, si on regarde l'évolution des dispositifs médicaux, ou si on regarde l'évolution des vies de chacun, finalement, le dispositif médical, c'est le premier objet avec lequel on est connecté, ou on est surveillé. Avant même d'arriver sur le monde, on est déjà suivi par des dispositifs médicaux. Et puis ensuite, au fur et à mesure des aléas de notre vie, on va plus ou moins être confronté à différents dispositifs médicaux, et probablement le dernier dispositif que vous verrez, ce sera un dispositif médical. Donc finalement, on se rend compte que ces dispositifs sont présents finalement tout au long de notre vie, et d'avoir une réglementation relativement établie pour assurer leur sécurité, c'est pas un mal. Donc la réglementation est pas si problématique de prime abord. On voit aussi qu'on a une grande diversité de dispositifs. Finalement, on a toute une série de dispositifs, et il faut réussir à trouver des règles communes qui peuvent s'appliquer à l'ensemble des produits qu'on utilise. Si on regarde un petit peu le marché, finalement, qu'est-ce que c'est que le marché de la fabrication des dispositifs médicaux? On a tous en tête, voilà, les grandes structures, J&J, Medtronic, enfin les grands noms qu'on voit partout. Mais en fait, dans la réalité, c'est 26 000 petites PME qui développent des dispositifs, qui développent des éléments de dispositifs. C'est 26 000 sociétés, mais c'est 95% qui sont des PME. C'est un grand nombre d'employés en Europe, donc à peu près 650 000. C'est aussi les Notified Bodies. Donc les Notified Bodies, c'est les organismes que vous allez voir pour obtenir les certifications par rapport à votre dispositif. Donc si vous voulez mettre un dispositif sur le marché, vous devez aller voir un organisme notifié qui va revoir le travail que vous avez fait et qui va déterminer si oui ou non vous êtes conforme aux différentes exigences. On en a aujourd'hui 56. Et puis l'Europe étant ce qu'elle est, parce que bon, en Suisse on pense qu'on est sur une petite île, mais notre petite île elle est quand même au milieu de l'Europe. En fait, le marché médical européen il est réglementé au niveau de l'Europe, et en fait on a quoi? On a 32 autorités compétentes qui font la réglementation et la surveillance. Donc en gros, en termes de diversité, le dispositif médical c'est assez représentatif. Si on regarde finalement qu'est-ce qui permet l'évolution des dispositifs médicaux, quels sont les aspects auxquels on doit tenir compte, c'est d'abord et toujours évidemment les attentes des patients et les attentes des professionnels. C'est finalement les fameux user requirements, c'est en fait qu'est-ce qu'on essaie d'implémenter en termes de dispositifs. On voit qu'il y a une évolution dans les attentes, il y a une évolution dans la science, et donc les gens ont forcément des éléments nouveaux qu'ils souhaitent avoir et des traitements nouveaux qu'ils peuvent utiliser. On a l'évolution technologique. Pierre-François Régamey en a parlé avant avec l'analyse du génome. C'est quelque chose qui est en train de changer complètement la médecine. Et finalement, quand on regarde l'analyse génétique, finalement, ça a à peine quelques années, mais c'est déjà implémenté dans des dispositifs médicaux. Et puis, on a à la fin, quand même, quelques contraintes réglementaires. Si on regarde au niveau de l'évolution de l'innovation, on se rend compte que dans le domaine, que le logiciel de manière générale contribue de manière significative à l'évolution et à l'innovation. On a les applications mobiles, on a des applications mobiles dans les dispositifs médicaux. Tout le monde veut faire du big data maintenant, donc collecter vos données pour faire des analyses et vous amener des nouveaux traitements. Évidemment, le machine learning, c'est quelque chose qu'on cherche à avoir, donc on va chercher à utiliser des nouvelles technologies et des nouvelles manières d'appréhender les données pour pouvoir vous offrir des traitements. L'Internet des choses, donc finalement les éléments connectés, la cryptographie, donc tous ces éléments que vous voyez finalement dans votre quotidien, on va aussi chercher à les retrouver dans les dispositifs médicaux, car on va compter sur eux pour pouvoir apporter des nouveaux traitements, des nouvelles approches. Si on regarde ce que ça nous fait, cette situation, on se rend compte que finalement, on a un développement très rapide des nouvelles capacités, des nouvelles capacités. On parlait justement de la precision, la médecine de précision, donc la capacité d'identifier des traitements spécifiques. La télémédecine, on en a eu une présentation juste maintenant avec la pompe de biotech. Le mobile health, donc tous ces éléments-là se déploient maintenant dans le domaine de la médecine à grande vitesse. Ce qu'on voit aussi, c'est que ça nous amène avec des systèmes de plus en plus complexes. Finalement, j'ai mon dispositif qui est connecté à un serveur, le serveur est connecté à un autre serveur et ainsi de suite. On se rend compte aussi qu'on a de l'utilisation massive au niveau du cloud. Je ne sais pas si vous avez vu aujourd'hui dans la presse, il y a Microsoft qui a fait un partenariat avec des fabricants de dispositifs médicaux justement pour pouvoir régler leurs dispositifs à distance et à pouvoir fournir accès aux fonctions du dispositif. Donc on se rend compte qu'on a une interconnectivité qui grandit, et tous ces éléments-là, il faut réussir à les gérer de manière correcte.
Et puis il y a des nouvelles contraintes. On n'aime pas beaucoup changer dans le domaine médical, mais là maintenant avec les logiciels, il faut pouvoir les changer régulièrement. On a des nouveaux canaux de distribution. Vous allez chercher votre dispositif médical sur l'App Store ou sur l'Android Store. C'est assez particulier comme approche si on vient du domaine du dispositif médical. Et évidemment le patient qui souhaite avoir une autonomie de plus en plus grande. Maintenant, ce qu'on sait peu, ou ce qu'on voit assez peu par rapport aux fabricants de dispositifs médicaux, c'est qu'en fait, on vit un tremblement de terre. Vous l'avez peut-être pas forcément remarqué, mais il y a un véritable tremblement de terre qui se passe chez les fabricants de dispositifs médicaux en Europe, c'est qu'il y a un changement de réglementation qui est en train de se produire maintenant. Donc finalement, les lois en termes de développement et de responsabilité et les exigences en termes de sécurité par rapport aux dispositifs médicaux sont en train de changer. Pour juste vous donner un petit exemple, même si en général on dit que le nombre de pages ne permet pas de juger de la qualité d'un document, on voit quand même que la nouvelle réglementation, qui s'appelle la Medical Device Regulation, est en fait un nouveau règlement qui a simplement triplé de volume. Donc il a triplé de volume. Donc aujourd'hui, et je vous parle pas du tout de cybersécurité, je vous parle juste des exigences générales au niveau des fabricants de dispositifs médicaux. Donc, on a une situation où c'est que le cadre réglementaire est en train de changer de manière très rapide et en train d'ajouter des contraintes importantes. Ces fameux organismes notifiés que j'expliquais, dont je parlais avant, donc ces laboratoires que vous allez voir pour obtenir des agréments et pour pouvoir mettre votre produit sur le marché, en fait, on les monitore depuis un certain temps, et ce qu'on observe, c'est qu'ils sont en train de diminuer. Il y a quelques années, on en avait encore 82, et pour 2019, on s'attend d'en avoir à peu près 25. Donc, grosso modo, si on regarde bien, le nombre d'exigences a augmenté de manière drastique, et le nombre de laboratoires qui peuvent faire l'évaluation et confirmer, en fait, que vous répondez aux exigences, a significativement diminué. La conséquence de tout ça, c'est quoi? C'est qu'on a un fantastique bottleneck, donc une situation, un magnifique goulot qui a été créé par la nouvelle réglementation, par les réglementations, où c'est que l'on voit d'un côté, finalement, il y a de plus en plus de requirements, donc de plus en plus d'attentes. On a de moins en moins d'organismes qui sont capables de faire ces certifications. On a des problèmes de qualification de personnes et on a plein d'autres nouvelles régulations qui arrivent. Par exemple, la GDPR, que vous devez tous adorer, elle s'applique aussi aux fabricants de dispositifs médicaux sous certains contours. Qu'est-ce que ça nous donne aujourd'hui? Ça nous donne finalement moins de produits, moins d'innovation et beaucoup plus de coûts. Alors vous imaginez bien aujourd'hui que les fabricants de dispositifs médicaux, la cybersécurité, c'est pas leur problème principal. Et c'est bien malheureux. C'est bien malheureux parce que pendant ce temps, qu'est-ce qu'on voit? On voit que finalement ces dispositifs médicaux, pour finalement resynthétiser un petit peu les éléments présentés jusque-là, on voit que les dispositifs médicaux ont un impact direct sur le patient. On voit que ces mêmes dispositifs sont relativement mal sécurisés. Alors pas tous, on a eu un exemple, l'exact contraire, mais de manière générale, ils sont relativement peu sécurisés. Ils ont besoin de pouvoir être connectés. Ils sont très peu maintenus ou sont difficiles à maintenir parce que justement, en fait, chaque fois qu'on fait un changement sur un dispositif médical, il faut refaire le passage par la boucle de certification. Donc finalement, on va tenter de changer le moins possible. Donc c'est pas tout à fait compliant ou tout à fait aligné avec les besoins de cybersécurité. On a accès à des données sensibles, ça donne des points intéressants pour entrer dans les hôpitaux et c'est tout à fait dépendant au niveau des utilisateurs. Donc ces dispositifs médicaux, on a une situation où on n'a pas vraiment le temps de s'occuper de la cybersécurité, mais on se rend compte que malgré tout, par rapport à ça, ça reste quand même des cibles très intéressantes. Pour vous donner un petit exemple, quand il y a eu la situation WannaCry en Angleterre, donc les hôpitaux suisses aussi se sont posé quelques questions, et un d'entre eux, pas forcément dans la région immédiate, a contacté ces différents fabricants pour dire tiens, finalement on a 180 dispositifs qui sont potentiellement affectés par la faille WannaCry. Chers fabricants, dites-nous ce qu'on doit faire. Alors de manière très intéressante, un petit pointage après 45 jours, donc pas 45 heures, donc 45 jours, on se rend compte que, une partie ont répondu, mais à la fin de la journée, qu'est-ce qu'on a? On a à peu près 30%, où c'est qu'il n'y a même pas eu de réponse. Ça veut dire qu'après 30%, finalement, le fabricant n'a même pas été en mesure de dire si finalement, il y a un problème ou il n'y a pas de problème. Donc, qu'est-ce qu'on se rend compte ici? On se rend compte que les processus de vigilance, donc les processus de réaction par rapport à ces situations, ne sont pas en place et ne permettent pas une réponse dans les temps nécessaires. Pourtant, tout le monde dira ici, finalement, il faut changer la loi. Non, la loi, on l'a déjà changée, donc on va pas la rechanger encore une fois. La loi, elle a déjà été adaptée, et voilà justement un des éléments qui se présente à nous, en fait, qui fait partie de cette nouvelle réglementation. Donc je le disais, les fabricants de dispositifs médicaux doivent faire face à une nouvelle réglementation, et ce que je vous ai mis là sur ces slides, c'est justement un extrait
de ces présentations, de ces réglementations, où c'est que vous pouvez aller voir les différentes clauses. Et ce qu'on voit maintenant, c'est que lorsqu'on souhaite développer un software, on doit s'assurer, ou un dispositif médical basé sur du software, on doit s'assurer qu'il tient compte de l'état de l'art, donc il doit être conforme aux pratiques généralement admises. Et on voit qu'on a la sécurité de l'information qui commence à rentrer dans le sujet lui-même. On voit aussi que finalement, les fabricants de dispositifs médicaux doivent maintenant définir quelles sont les mesures de sécurité qu'ils vont implémenter pour garantir le bon fonctionnement de leurs produits. Donc la loi, elle est en train d'arriver, elle était déjà comme ça, enfin il y avait déjà des éléments par rapport aux aspects de sécurité par le passé, mais et ces aspects de sécurité étaient déjà définis dans les normes. Stéphane Pronequet parlait de la 62304, qui est en fait la norme qui vise à déterminer les règles qu'on doit appliquer pour développer un logiciel dans le domaine du médical, et on voit que déjà ce standard-là inclut des éléments qui sont liés à la cybersécurité. Juste pour rappeler, ce standard, il est sorti en 2006, donc en fait il a 12 ans, donc ça fait un petit moment que les exigences en matière de cybersécurité ont déjà été plus ou moins anticipées au niveau des normes. On a un autre standard qui s'applique aussi pour tous les dispositifs actifs dont font partie le logiciel, donc la 6601, qui elle indique et inclut aussi dans l'analyse de risque, dans les processus d'analyse de risque, les éléments liés à la sécurité qui doivent être pris en compte. Donc on voit qu'au niveau du cadre légal, d'une certaine manière, on a déjà des éléments qui sont tout à fait suffisants. Si maintenant on va regarder au niveau du state of the art, on peut se dire, finalement, est-ce que on a des normes qui nous permettent de définir des éléments pratiques et concrets? Alors, vous avez l'organisation UL, qui est aussi un organisme notifié, qui, elle, a sorti des nouvelles normes en matière de cybersécurité pour les dispositifs médicaux. Donc, on a un certain nombre de normes qui sont déjà applicables. On a la IEC 80001 qui définit aussi la configuration d'un réseau. Et on a une norme américaine, la TIR 57, qui contribue à appliquer les principes de gestion des risques au niveau du dispositif médical. Ceci étant dit, on parle du dispositif médical, mais le dispositif médical, c'est juste une autre industrie parmi d'autres industries. Et finalement, les standards qui existent déjà, que ce soit au niveau de la sécurité industrielle, la IEC 62443, ou tout le petit corpus des ISO 27001 que vous connaissez probablement, sont toutes des normes qui finalement sont parfaitement applicables au niveau des dispositifs médicaux. Et au niveau des guidance internationales, on va retrouver les mêmes documentations qui s'appliquent de la même manière. Donc quelque part, il est vrai que le corpus réglementaire, il est peu connu, il est pas très bien appliqué, mais il est quand même relativement disponible. Maintenant, si on regarde la situation, et peut-être finalement pour quelles raisons est-ce qu'on n'arrive pas à avancer, à progresser sur ce sujet, alors je me suis amusé à faire une petite recherche sur le site de Swissmedic pour regarder ce qu'on trouvait au niveau de la cybersécurité. On trouve 0. Donc en fait, il y a rien. Bon, c'est la Suisse, La Suisse, on est toujours un petit peu lent, il faut du temps, etc. Alors, allons regarder chez nos voisins. Alors, on va regarder à la France. La France est un grand pays qui est juste à côté, regardons ce qu'ils font. Donc la France, ils font en fait des séances. En fait, ils font des séances, et dans les séances, ils essayent de déterminer quelles sont les règles qu'on va appliquer. Bon, c'est bien. Donc on se dit qu'on voit qu'il y a des règles qui s'appliquent, les autorités compétentes veulent chercher quelles règles appliquer, donc c'est bien, ça tourne en rond. Bon, allons voir les Allemands. Finalement, les Allemands sont les gens efficaces, apparemment, c'est comme ça qu'ils sont perçus en Europe. Finalement, on fait un peu la même chose en Allemagne. On s'assied autour d'une table et puis on essaie de discuter pour décider quelles sont les règles qu'on va appliquer. Bon, donc ça c'est l'Europe. C'est l'Europe et sa bienveillance. Et puis après, on peut aller regarder finalement comment ça se passe ailleurs. Alors on a des élections là-bas aux États-Unis, chacun y trouvera ce qu'il y souhaite. Il n'empêche que si on va regarder les Américains ce qu'ils font, les Américains c'est assez simple. Ils ont fait les premières guidance au niveau de la cybersécurité. Donc si vous cherchez à avoir, disons, des exigences en termes d'entrée sur le marché en cybersécurité, allez voir ce qui est fait de l'autre côté de l'Atlantique. Les autorités américaines ont aussi mis en place des programmes pour la cybersécurité. Donc finalement, c'est qu'ils encouragent ou c'est qu'ils communiquent ou c'est qu'ils viennent présenter les problématiques associées à la cybersécurité. Et aussi, ce qu'ils font, c'est qu'ils obligent les fabricants qui ne sont pas conformes en matière de cybersécurité à retirer leurs produits du marché. Donc ce qu'on voit, c'est que finalement, si c'est possible là-bas, ça devrait être possible chez nous aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça ? Ce qui pourrait déjà être assez intéressant, c'est que les autorités dites compétentes, les autorités compétentes, prennent un petit peu leur rôle et effectivement donnent à des informations aux fabricants, établissent des guidance pour pouvoir déterminer un petit peu quelles sont les règles à appliquer et renforcer leur suivi par rapport à ces éléments-là. Les fabricants, s'il y en a dans la salle,
Ces fabricants-là, c'est vrai qu'il y a un point qu'on voit souvent, c'est la problématique de la compétence. Finalement, la difficulté, c'est d'avoir des compétences et des compétences pointues qu'il faut chercher à internaliser, qu'on a besoin de trouver. Évidemment, de pouvoir faire l'évaluation des risques, c'est un point qui est essentiel. Est-ce que le device est réellement sûr ou pas, et comment le sécuriser? Et puis, commencer à organiser le transfert en matière de sécurité de ces produits. Et puis, pour toutes les personnes de la communauté de la cybersécurité, moi, je vous invite à challenger les fabricants. Finalement, allez tester des pacemakers, allez tester, essayez de faire ça, et publier ces informations-là, parce que c'est le seul moyen de pouvoir faire avancer un petit peu les choses. C'est quand on est au courant des problèmes et qu'ils sont réellement à l'affiche, à partir de ce moment-là, on voit que des mesures doivent être prises. Et puis aussi, fournissez des solutions techniques, parce que finalement, c'est toujours un petit peu compliqué quand on a vu le challenge que c'est de sécuriser une pompe. C'est un exercice qui est particulièrement complexe et pour lequel il faut des compétences et il faut des solutions techniques. C'est pas les fabricants de dispositifs médicaux qui vont développer ces solutions-là, ils vont avoir besoin d'input de la communauté. Et puis, à la fin de la journée, ce qui peut aussi être utile, intéressez-vous au sujet. Il y a énormément à faire dans le domaine du dispositif médical. Invitez-vous chez les fabricants et montez à bord de ce bateau-là. En conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? C'est que je suis le premier à dire que la réglementation n'est pas suffisamment claire. Le cadre n'est pas suffisamment posé, on le voit bien. Les différents acteurs, finalement, réclament tous la réglementation. En ce qui me concerne, je pense qu'on a tout ce qu'il nous faut dans la réglementation. Il n'y a pas besoin d'en faire plus. On en a déjà assez. Essayons déjà de l'appliquer et ce sera déjà bien. Ce qui nous manque, c'est clairement des problématiques d'awareness, donc finalement d'être au courant où les trouver, lesquelles appliquer, et de pouvoir aussi transférer les bonnes pratiques qui sont dans d'autres domaines. Il faut les appliquer dans le domaine du médical. Merci pour votre attention.